Bienvenue sur Monde Multipolaire. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Les négociations d'Islamabad ont échoué. Donald Trump a déclaré un blocus naval contre l'Iran. Et pendant ce temps, Israël continue de bombarder le Liban en violation flagrante du cessez-le-feu pendant que les grandes chaînes d'information occidentales regardent ailleurs. Mais derrière les événements immédiats, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se joue. Quelque chose que cette vidéo va tenter de dévoiler avec toute la clarté possible. 3 axes ce soir. 1. Pourquoi cette guerre est fondamentalement une bataille désespérée pour sauver le pétrodollar et pourquoi cette bataille est déjà perdue. 2. Ce qui s'est réellement passé à Islamabad, vu de l'intérieur par ceux qui y étaient présents, et ce que ça révèle sur la nature réelle de l'Empire américain aujourd'hui. 3. Pourquoi l'Iran sort de tout cela structurellement plus fort et pourquoi l'Empire américain, en voulant l'en empêcher, accélère son propre déclin. Cette vidéo s'appuie sur 3 sources exceptionnelles. Un analyste géopolitique spécialisé dans l'économie politique internationale et le pétrodollar, le professeur Mohammad Marandi, universitaire à l'université de Téhéran, qui nous parle depuis Islamabad même pendant les négociations. Et une 3e conversation avec le professeur Marandi depuis Pékin quelques jours plus tard. Ce sont des témoignages directs de première main sur l'un des moments les plus importants de ces dernières décennies. Commençons par une question que les médias grand public refusent de poser sérieusement. Pourquoi les États-Unis ont-ils attaqué l'Iran ? La réponse officielle évoque les armes nucléaires. Mais les propres services de renseignement américains ont confirmé que l'Iran ne fabriquait pas de bombes et n'avait pas l'intention de le faire. Joe Kent, le 2e plus haut responsable du renseignement nommé par Trump lui-même, l'a écrit noir sur blanc dans sa lettre de démission. Et la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, l'avait elle-même déclaré devant le Congrès. La vraie réponse se trouve dans ce que le secrétaire d'État Marco Rubio a admis publiquement. Dans 5 ans, les États-Unis n'auront vraisemblablement plus la capacité de sanctionner qui que ce soit, parce que trop de pays effectueront leurs transactions dans des monnaies autres que le dollar. C'est la confession d'un empire en déclin. Et cette confession explique tout ce que nous observons. Pour comprendre l'enjeu réel, il faut remonter à 1973. Après l'abandon de l'étalon-or par Nixon en 1971, les États-Unis ont négocié avec l'Arabie saoudite un accord fondamental. En échange d'une garantie de sécurité américaine pour la Maison des Saouds, Riyad acceptait de libeller toutes ses ventes de pétrole en dollars américains. Ce qui signifie que tous les pays du monde qui voulaient acheter du pétrole devaient d'abord se procurer des dollars. Ce qui signifie qu'ils devaient détenir des réserves en dollars. Ce qui signifie qu'ils achetaient des bons du Trésor américain. Ce qui signifie qu'ils finançaient la dette américaine et la machine militaire américaine. C'est le pétrodollar et c'est le fondement sur lequel repose toute la puissance financière des États-Unis depuis 50 ans. Aujourd'hui, cette dette s'élève à 39 billions de dollars, 39 billions. Et cette dette n'est soutenable que si les nations continuent d'acheter des bons du Trésor. Et elles ne le feront que si le dollar reste la monnaie de référence de l'énergie mondiale. En 1979, la révolution iranienne a renversé le Shah, un allié américain clé dans ce système. Depuis lors, 47 ans de sanctions américaines contre l'Iran ont eu un objectif central: empêcher l'Iran de devenir une puissance régionale capable de remettre en cause cet ordre pétrodollariste. L'accord de 1973 ne pouvait fonctionner que si les grands producteurs pétroliers du Moyen-Orient restaient dans l'orbite américaine. En 2022, les États-Unis ont gelé plus de 200 milliards de dollars d'actifs russes après l'invasion de l'Ukraine. Ce faisant, ils ont envoyé un signal dévastateur à tous les pays du monde. Les dollars que vous détenez peuvent être confisqués du jour au lendemain, si vous déplaisez à Washington. Cette décision a déclenché un mouvement massif de sortie des bons du Trésor américain vers l'or, vers les monnaies nationales, vers des systèmes de paiement alternatifs,
La Chine a accéléré son corridor aurifère. Les BRICS ont intensifié leurs réflexions sur une alternative au dollar. Et aujourd'hui, l'Iran perçoit des péages dans le détroit d'Ormuz en yuan via le système de paiement international chinois CIPS, ce qui signifie que chaque pétrolier qui paie son péage en yuan plutôt qu'en dollars est une brique de moins dans l'édifice du pétrodollar. La stratégie américaine que cette guerre révèle est la suivante. Éliminer le pétrole russe du marché mondial via des drones ukrainiens frappant les terminaux d'exportation russes. Des attaques qui ont retiré environ 40% du pétrole russe du marché mondial. Éliminer simultanément le pétrole iranien et du Golfe via la guerre et la fermeture du détroit d'Ormuz. Forcer l'Europe, le Japon, la Corée du Sud et la Chine à se tourner vers l'Amérique du Nord pour leur approvisionnement énergétique. Et ainsi obliger ces pays à acheter de l'énergie en dollars, ce qui signifie continuer à financer la dette américaine. Ce n'est pas une théorie, c'est la logique explicite de ce que Trump appelle l'Amérique d'abord, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'agent d'un empire en déclin qui cherche à se maintenir par la force là où il ne peut plus se maintenir par le consentement. Il y a un précédent historique frappant. La Grande-Bretagne du XIXe siècle contrôlait les mers grâce à sa Royal Navy, garantissant les routes commerciales mondiales en échange d'une domination financière de la City de Londres. Quand cette suprématie navale a commencé à être remise en question par la montée de l'Allemagne et des États-Unis au début du XXe siècle, Londres a multiplié les interventions militaires pour protéger ses intérêts commerciaux. La Grande-Bretagne est passée du rôle de garant de l'ordre mondial au rôle de défenseur de ses propres intérêts particuliers. Le résultat a été 2 guerres mondiales qui ont accéléré l'effondrement de l'Empire britannique plutôt que de le sauver. Aujourd'hui, les États-Unis font exactement la même transition. Ils passent du rôle de policier du monde, ce qui signifie garantir l'ordre des échanges, au rôle de pirate, prélevant des péages par la force sur les routes commerciales mondiales. L'attaque contre le Venezuela, le blocus de Cuba, la saisie des pétroliers de la flotte fantôme russe, et maintenant le blocus du détroit d'Ormuz. Mais cette stratégie a un problème fondamental que la Grande-Bretagne avait aussi. Les contre-mesures des adversaires sont réelles. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Les Houthis au Yémen peuvent fermer le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui signifie que l'accès à la mer Rouge et au canal de Suez peut être bloqué. Le corridor nord-sud entre la Russie, l'Iran et l'Inde représente une alternative terrestre aux routes maritimes dominées par la marine américaine. Et la ceinture et la route chinoise offrent un cadre économique qui contourne les points d'étranglement maritimes américains. Ce que les États-Unis attaquent en ciblant les chemins de fer iraniens, les ports de la mer Caspienne et les infrastructures de transit. C'est précisément ces corridors alternatifs. Ils savent que si l'Iran et la Russie consolident ces routes, le contrôle maritime américain perd une grande partie de son pouvoir de coercition. À court terme, cette stratégie peut produire des résultats. Les pays qui dépendent du Golfe pour leur énergie sont sous une pression réelle. La Chine, dont 60% des importations énergétiques viennent du Moyen-Orient, est dans une position difficile. Mais à long terme, chaque acte de piraterie, chaque blocus, chaque violation de souveraineté pousse davantage de pays à accélérer leur émancipation vis du dollar. Et c'est ce processus irréversible que Rubio lui-même a admis ne plus pouvoir arrêter. Venons-en maintenant aux négociations d'Islamabad. Pas la version Trump, pas la version de la Maison-Blanche, la version de ceux qui étaient présents. La délégation iranienne est arrivée à Islamabad avec un scepticisme profond, mais avec la conviction que se présenter à la table était stratégiquement nécessaire. Non pas parce qu'ils faisaient confiance aux Américains. Les 2 guerres précédentes avaient commencé pendant des négociations en cours. La première guerre de 12 jours, l'année précédente, avait débuté alors que le ministre des Affaires étrangères d'Oman venait de parler de progrès significatifs dans les pourparlers. La deuxième guerre, celle de 40 jours, avait commencé exactement de la même façon. Les Iraniens le savaient parfaitement, mais refuser d'aller à Islamabad
aurait fourni aux médias occidentaux le prétexte de dire que l'Iran ne voulait pas la paix. C'est une logique défensive contre la propagande. Et une logique parfaitement cohérente pour un pays qui sait que la bataille de l'opinion mondiale est aussi importante que la bataille militaire. Ce que les négociateurs iraniens ont trouvé sur place correspond exactement à ce qu'ils anticipaient. Les Américains n'étaient pas venus négocier, ils étaient venus dicter. J.D. Vance, accompagné de Jared Kushner et Steve Witkoff, eux, deux hommes que même des responsables américains décrivent comme des ascètes israéliens, à poser des exigences qui se réduisent à une capitulation totale de l'Iran. Abandon du programme nucléaire, abandon du contrôle du détroit d'Ormuz, abandon des alliances régionales, rien d'autre que la reddition d'une nation souveraine. Ce qui se passe ensuite est révélateur à un niveau qui dépasse les simples maladresses diplomatiques. Vance passe la journée à téléphoner, pas uniquement à Trump, pas uniquement à ses conseillers. Il appelle Netanyahou. Et Netanyahou, qui n'a officiellement aucun rôle dans des négociations entre les États-Unis et l'Iran, donne ses directives. Vance fait des rapports à Netanyahou. Et Netanyahou dit non à tout accord. Le professeur Marandi, qui était présent à quelques dizaines de mètres de la salle de négociation, le formule sans détour. Vance donnait des rapports à son patron Netanyahou. Et Netanyahou disait non, voilà qui était le patron. Voilà qui dirigeait réellement la délégation américaine à Islamabad. Ce n'est pas une métaphore, c'est la description factuelle de ce qui s'est passé dans un hôtel à Islamabad le 12 avril 2026. Il y a un contraste frappant avec la délégation iranienne. Pendant toute la durée des négociations, elle n'a passé aucun appel à Téhéran. Aucun. La délégation avait la plénitude des pouvoirs pour négocier. La tête de la délégation consultait le ministre des Affaires étrangères et le vice-président du Conseil suprême de sécurité nationale, qui était avec lui à la table, et les conseillers, dans la pièce d'à côté, pas de coup de fil à Téhéran, pas de coup de fil à un leader étranger. Une délégation qui représente son propre pays, avec toute l'autorité que ça implique. En face, une délégation qui téléphonait à Tel Aviv. La dimension sécuritaire de ce voyage est glaçante. Pendant les négociations, 2 destroyers américains ont tenté d'entrer dans le détroit d'Ormuz. Les Iraniens ont envoyé des drones d'avertissement. 30 minutes pour faire demi-tour, les navires américains ont rebroussé chemin. Signal clair de mauvaise foi pendant des pourparlers censés conduire à la paix. Et le Washington Post, pas n'importe quel journal, mais celui que beaucoup décrivent comme structurellement lié à la CIA depuis le rachat par Jeff Bezos, qui a également un contrat massif avec la CIA pour les services cloud, a publié une tribune appelant explicitement à assassiner les négociateurs iraniens. Nommément des académiciens, des diplomates, des membres de la société civile. La délégation est rentrée en prenant des précautions extraordinaires, un avion différent, une destination annoncée différente de la destination réelle. L'avion a amorcé une descente vers Téhéran avant de dérouter brusquement vers Mashhad, près de la frontière turkmène. Puis un train. Pas parce que c'était plus rapide, parce que les chances d'être ciblé par un missile américain ou israélien sur le chemin du retour étaient jugées sérieuses. Et pourtant, pas un seul membre de la délégation n'a demandé à rester quelques jours de plus à Islamabad. Pas un seul n'a cherché un itinéraire alternatif personnel. Tout le monde est rentré ensemble. Des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, qui savaient qu'ils pourraient être tués et qui ont choisi d'y aller quand même et de rentrer quand même. Ce tableau dit quelque chose de fondamental sur la nature de ce conflit, mais il dit aussi quelque chose sur l'état moral de l'Empire américain. Quand les médias mainstream de votre pays appellent à l'assassinat de négociateurs civils pendant que vos émissaires téléphonent à un leader étranger pour recevoir leurs instructions, vous n'êtes plus un État de droit qui joue des mauvais coups. Vous êtes quelque chose de fondamentalement différent. Il y a un parallèle historique instructif. Dans les années 30, la diplomatie britannique a multiplié les négociations avec l'Allemagne nazie. Les accords de Munich en 1938 en sont l'exemple le plus célèbre, où Chamberlain a offert des concessions territoriales à Hitler en croyant acheter la paix. Ce que Churchill
compris, et que la plupart de ses contemporains refusaient d'admettre, c'est qu'une puissance qui a décidé de dominer par la force ne négocie que pour gagner du temps. Chaque concession renforçait l'agresseur et affaiblissait la résistance. L'Iran, ayant vécu 2 guerres déclenchées pendant des négociations en cours, a tiré la même leçon que Churchill. On ne négocie pas avec quelqu'un qui utilise la négociation comme couverture pour frapper. On se prépare, on tient et on impose ses conditions à partir d'une position de force. Parlons maintenant des conséquences structurelles de tout ce que nous venons d'analyser. Non pas ce qui se passe cette semaine, mais ce qui se dessine pour les prochaines années. Commençons par un fait que les médias grand public ont du mal à avaler. Ce n'est pas l'Iran qui a demandé le cessez-le-feu, c'est l'administration Trump. Pendant des semaines avant l'annonce officielle, Washington envoyait des messages à Téhéran par différents canaux. Et Téhéran ne répondait pas. Non pas parce que l'Iran avait peur de la paix, mais parce que l'Iran savait que plus la guerre durait, plus les conséquences économiques pour l'Occident s'approfondissaient, et plus l'argument pour ne jamais recommencer pareille aventure devenait irréfutable. C'est exactement la même logique que l'Iran avait appliquée après la guerre de 12 jours, quand Netanyahou a supplié pour un cessez-le-feu lors des 3 ou 4 derniers jours de cette guerre. L'Iran a accepté, pas parce qu'il était épuisé, mais parce que cette pause lui permettait d'analyser ses lacunes, de corriger ses systèmes et de se préparer pour la confrontation suivante. Et en 40 jours de guerre, même face à la puissance militaire américaine bien supérieure à celle d'Israël seule, l'Iran s'est montré encore plus efficace que lors de la guerre de 12 jours. 40 jours de guerre. Voilà le bilan réel. L'Iran tirait encore quotidiennement. Ses capacités offensives n'ont pas été entamées de façon significative. Ses installations militaires souterraines, bases aériennes, systèmes de défense anti-aérienne, marines de vedettes rapides équipées de missiles, usines de missiles, sont intactes. Et selon J.P. Morgan lui-même, le taux de pénétration des missiles iraniens sur Israël avait augmenté dramatiquement au cours du conflit. 80% des missiles atteignaient leur cible, ce qui signifie qu'Israël n'interceptait que 2 missiles sur 10. En face, les États-Unis ont épuisé leur stock de munitions de précision à longue portée. Des appels d'offres pour des abris en béton pour les bases américaines dans la région ont été publiés des semaines après le début du conflit, ce qui signifie que des soldats sont morts dans des installations non protégées, sachant depuis 4 ans, grâce à la guerre en Ukraine, que les missiles et les drones peuvent frapper des centaines de cibles par jour. 6 membres de la 103e unité de soutien de la Garde nationale de l'Iowa ont été tués dans un bâtiment complètement exposé, dans une zone connue comme cible potentielle de drones iraniens. Un survivant a témoigné publiquement à CBS News que ces morts étaient absolument évitables. Leur unité avait été envoyée dans une zone dangereuse, sans justification militaire claire, sans protection et sans bunker. Ces morts ne sont pas des accidents de guerre. Ce sont des conséquences directes de l'incompétence institutionnelle d'une armée qui n'avait pas préparé ses soldats parce qu'elle n'avait pas correctement évalué l'adversaire. Il y a là une comparaison de profils qui dit tout. Le porte-parole du quartier général central iranien Atam al-Anbiya, le général de brigade Ibrahim Zolgadr, master, doctorat en philosophie, études stratégiques, formation en mathématiques, maîtrise de 4 langues, le persan, l'arabe, l'anglais et l'hébreu. En face, le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, sciences politiques, ce qui signifie très peu en termes de préparation stratégique. Puis, présentateur à Fox News. C'est l'homme qui a supervisé la mission catastrophique de la région d'Isfahan, qui a déclaré que l'opération de sauvetage du pilote était une humiliation pour l'Iran et dont les soldats mouraient dans des bâtiments non protégés pendant qu'il organisait des prières mensuelles au Pentagone. Ce n'est pas une critique personnelle de Pete Hegseth, c'est la description d'un système qui produit de tels responsables. L'Empire américain a passé 25 ans à mener des guerres contre des adversaires
sans défense antiaérienne sérieuse. L'Irak de Saddam, l'Afghanistan des talibans, la Libye de Kadhafi, la Syrie. Dans ces contextes, la supériorité aérienne américaine était automatique. Aucune raison d'investir dans la formation de stratèges militaires sophistiqués. Aucune raison de comprendre profondément l'adversaire. On envoyait des avions, on bombardait, on rentrait chez soi, l'Iran a tiré la leçon opposée. Depuis la révolution de 1979, et surtout depuis la guerre de 8 ans contre l'Irak dans les années 80, pendant laquelle l'Occident fournissait des armes chimiques à Saddam Hussein, et où l'Iran était complètement seul, Téhéran a systématiquement développé des capacités militaires conçues pour exploiter les angles morts des défenses américaines, pas pour affronter frontalement la puissance américaine, mais pour passer dans les failles, dans les trous de la raquette, comme on dit souvent. Le résultat se voit aujourd'hui. Des F-15, des F-16, des F-18, des F-35, des ZADX, des drones Reaper et Hermes, abattus ou endommagés. 5 systèmes radars TADA neutralisés, les AWACS mis hors de combat. Et une marine américaine qui ne peut pas s'approcher à moins de 1000 km des côtes iraniennes sans risquer d'être coulée par des missiles balistiques. Sur le plan économique, les conséquences s'accumulent de façon inexorable. Les raffineries du Koweït ont brûlé, les installations pétrochimiques saoudiennes ont été frappées, les ports des Émirats ne fonctionnent plus normalement, le Brent dépasse les $140 le baril, Amazon a instauré une taxe de 3,5% sur ses vendeurs, les prix alimentaires montent, les prix du gaz aux États-Unis ont augmenté de 20 et 1% en un mois. Et l'argent que les monarchies du Golfe envoyaient habituellement vers les marchés financiers américains, vers les bons du Trésor, vers les achats d'armes américaines, commence à se tarir. Ces monarchies ont besoin de leur argent pour elles-mêmes maintenant, et l'été approche dans le Golfe. Ces pays, dont la survie dépend de l'air conditionné et des usines de dessalement, vont entrer dans leur période la plus vulnérable avec des infrastructures endommagées et une instabilité sécuritaire profonde. Il y a une dimension symbolique et géopolitique qui dépasse les chiffres. L'Espagne rouvre son ambassade à Téhéran. La Corée du Sud envoie un émissaire spécial pour négocier le passage de ses pétroliers dans le détroit. Le Japon fait des démarches similaires. Le Pakistan, où la délégation iranienne était reçue comme des héros, pas comme des représentants d'un régime paria, offre une image que les médias occidentaux refusent de montrer. Les chauffeurs, les réceptionnistes d'hôtels, les journalistes, les gens dans les rues, tous exprimaient admiration et soutien à la délégation iranienne. Et hostilité ouverte, vice de Vance, Kouchner, Witkoff et Trump. Dans les rues de Téhéran, des dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées pour protéger physiquement leurs centrales électriques, leurs ponts, leurs infrastructures, en réponse aux menaces de bombardement américains. Des jeunes femmes, des jeunes hommes, des familles, debout, devant leurs installations, sous la pluie, la nuit, en disant « Si vous voulez bombarder ça, vous devrez nous bombarder, nous, d'abord. » Il y a un fait que le professeur Marandi a souligné et qui mérite d'être répété. Pendant une semaine entière où l'Iran n'avait pas de guide suprême tué le premier jour de la guerre, il n'y a pas eu une seule ruée sur les supermarchés, pas une seule panique aux stations-service, pas un seul fonctionnaire qui a démissionné, pas un seul commandant militaire qui a abandonné son poste. L'armée a continué à tirer des missiles. La bureaucratie a continué à fonctionner. Et une semaine plus tard, un nouveau leadership était en place, conformément à la Constitution. Comparez ça avec ce qui se passerait dans n'importe quelle capitale du Golfe si la même chose arrivait. Ces États n'ont pas de société. Ils ont des mégapoles artificiels bâtis sur du pétrole, peuplés à 85% de travailleurs étrangers, sans tradition politique, sans armée nationale réelle, sans culture de résistance. Ils sont, comme l'ont dit plusieurs analystes, des parcs à thème, pas des nations. Où en sommes-nous, après tout ça? Ce que nous observons,
n'est pas simplement une guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est le moment où une transition historique profonde devient visible pour tout le monde. L'époque où Washington pouvait décider unilatéralement du sort d'une nation, l'époque où le dollar était le seul langage de l'énergie mondiale, l'époque où les alliances américaines tenaient par la conviction que les États-Unis étaient un garant fiable, tout ça se défait simultanément. L'Iran n'a pas capitulé. Les négociations d'Islamabad ont montré que Washington n'était pas venu négocier, mais dicter, sous les instructions de Netanyahou. Le blocus naval est vraisemblablement une menace creuse, tant que les missiles iraniens maintiennent la marine américaine à distance. Et le pétrodollar, ce pilier de l'hégémonie américaine depuis 50 ans, est en train de s'effriter, comme l'a admis le secrétaire d'État lui-même. L'empire en déclin fait toujours plus de bruit en tombant. C'est vrai pour toutes les puissances hégémoniques de l'histoire. Mais le bruit ne change pas la direction de la chute. Le monde multipolaire n'est pas un slogan. C'est une réalité en construction, brique par brique, accord par accord, corridor ferroviaire par corridor ferroviaire. Et cette guerre, dans toute sa brutalité, est l'un des moments qui en accélère la construction de façon irréversible. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à Monde Multipolaire et partagez avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment. À bientôt.